ونيابة عن معالي الوزير مولاي حفيظ العالمي، أطلب من الكاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار الأستاذ عثمان الفردوس التقدم لتقديم كلمته مشكورا. Bonjour tout le monde, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour aborder un sujet qui me tient à cœur et je voudrais, pour être un petit peu utile, parler de 3 idées reçues au sujet de l'Afrique qui me semble important de démonter aujourd'hui pour bien avoir à l'esprit le type d'opportunité qui s'offre à nous dans cette coopération triangulaire entre le Golfe, l'Afrique et le Maroc. La première idée reçue, c'est que l'Afrique, c'est un sujet de matières premières, c'est-à-dire c'est une question d'exportation de matières premières. Les économies africaines sont très dépendantes là-dessus. Alors, comme toutes les idées reçues, il y a un peu de vrai, au fond. Mais en réalité, quand on regarde les chiffres, les exportations de matières premières de l'Afrique vers la Chine, c'était 97% des exportations en 2010, donc juste après le pic des matières premières, et aujourd'hui on est à 83%. Ça veut dire qu'on a perdu 14 points des échanges entre l'Afrique et la Chine en termes de matières premières. Et ces 14 points, quand on analyse, sont partis directement dans le secteur manufacturier. Donc il y a un avenir manufacturier en Afrique. On le voit bien avec l'exemple de l'Égypte, de l'industrie en Tunisie, au Maroc, les industries légères en Côte d'Ivoire, etc. Donc ça, c'est la première idée reçue. L'Afrique, ce ne sont pas que des matières premières, ce sont aussi des potentialités dans le domaine des exportations manufacturières. La deuxième idée reçue que j'aimerais démonter, c'est l'idée que l'Afrique est un trou noir pour l'innovation, les technologies, la recherche et le développement. Singapour, qui est un exemple en matière d'innovation, investit 2% de son PIB chez le développement. En Afrique, il y a plusieurs pays qui investissent un tout petit peu moins que 1%, c'est-à-dire moitié moins que Singapour, qui est déjà très avancé. Vous avez des pays comme le Kenya, le Maroc, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Éthiopie. Tous ces pays investissent un tout petit peu moins que 1% de leur PIB en recherche et développement. Alors je sais que ça va à l'encontre des idées reçues, mais il y a de vrais hubs technologiques en Afrique, autour des Grands Lacs, autour de l'Afrique du Sud évidemment et de la côte Est, autour des grands centres de population qui sont la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Et vous savez qu'aujourd'hui, on aurait pu commencer par ça, hein, aujourd'hui 60% des Français payent leurs achats avec des chèques, alors qu'aujourd'hui au Kenya, vous avez 14% des Kenyans qui payent, je ne parle même pas qui payent par SMS, qui payent sans contact, en passant juste le téléphone. Sans contact, sans SMS, rien du tout. 14% des Kenyans payent sans contact. Au même moment où les Français sont encore 60% à utiliser le chèque. Donc il y a de vrais écosystèmes d'innovation qui sont en train de se créer en Afrique. Et il faut se départir de cette idée qu'en Afrique, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas d'industrie. Cette innovation, cette recherche et développement qui est faite en Afrique, elle n'est pas simplement faite dans le secteur du digital, comme on a un peu cette idée. On se dit, oui, en Afrique, il y a 2-3 startups qui s'amusent. Ce n'est pas vrai. En Afrique, vous avez beaucoup d'innovations qui est en lien avec les points forts de l'Afrique, ça veut dire les énergies renouvelables, l'agriculture, les clean tech, autant de secteurs qui sont vraiment très enracinés dans la réalité africaine. Donc ça, c'est la deuxième idée reçue, qui fait que la plupart des gens se représentent les gouvernements africains comme des gouvernements particulièrement inefficients, ce qui, là encore, est faux dans certains cas. Vous allez voir en matière de lutte contre la corruption ou de e-gouvernement, ce qui se fait au Ghana, ce qui se fait au Rwanda et dans des pays comme ça, c'est extraordinaire. Notamment, il y a des leapfrogs en matière de paris technologiques. Je pense par exemple au blockchain qui est utilisé pour réguler les bases de données sur le cadastre, sur les droits de propriété, etc. Ce sont des technologies qui trouvent beaucoup plus de répondants dans des pays africains où effectivement on part de beaucoup plus bas, donc il y a du leapfrog, que dans d'autres pays qui sont beaucoup plus structurés, où vous avez des acteurs beaucoup plus structurés qui peuvent résister au changement, etc. Donc l'innovation, c'est quelque chose qui trouve beaucoup plus de répondants dans des pays qui accueillent ces technologies-là. Et l'Afrique est très accueillante pour ces innovations. La troisième idée idée reçue que je voudrais combattre, c'est cette idée
qu'en Afrique, il y a une catastrophe écologique qui est en cours de très grande magnitude. Le désert avance, les forêts reculent, c'est une catastrophe. Quand vous allez regarder dans le détail, en réalité, ce qui se passe, c'est que vous avez beaucoup de terres qui sont en jachère. 60% des terres arables disponibles sur la planète, pour nourrir les 12 milliards d'habitants qui arrivent, 60% des terres arables disponibles sont en Afrique. Donc la révolution agricole et la sécurité alimentaire ne passera que par l'Afrique. Vous avez des pays qui ont très bien compris ça et qui n'avaient pas le choix, comme le Maroc. Vous savez que l'OCP va investir un peu plus de 6 milliards de dollars dans des usines d'engrais au Nigeria et en Éthiopie. Et il faut bien comprendre que l'avenir de la planète se joue en Afrique, notamment en matière agricole et notamment en matière de donner la possibilité à l'agriculteur africain, grâce à cette innovation, grâce à cette technologie, de pouvoir nourrir la planète. Et c'est là qu'on retourne à nos problématiques d'investissement et d'exportation. Si vous avez un avenir industriel pour l'Afrique, si vous avez un avenir technologique pour l'Afrique, il passera justement par cette montée en gamme dans les secteurs des mines, de l'énergie, de l'agriculture, etc. Et c'est là que je veux en venir au sujet qui nous rassemble aujourd'hui, c'est de dire, comme vous savez qu'au Maroc, nous sommes une plateforme d'investissement et d'exportation vers l'Afrique, et qu'il y a un vrai pari très fort qui a été fait sur l'Afrique, et notamment l'Afrique de l'Ouest. Vous savez que plus d'un quart des investissements directs étrangers réalisés au Maroc sont réalisés par des pays du Golfe, et notamment 3 pays qui sont les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Koweït. Ce sont des chiffres de 2016. Donc 26% des FDI au Maroc sont réalisés par des pays du Golfe. Quand vous avez cette relation très étroite entre les pays du Golfe et le Maroc, et que vous savez que 3 des 10 plus importants investisseurs au Maroc sont des pays arabes, vous comprenez qu'il y a une vraie opportunité d'avoir une coopération triangulaire entre les capitaux du Golfe, le savoir-faire du Maroc et la force de... On atteindrait une sorte de cocktail explosif de compétitivité qui ne serait égalé nulle part ailleurs. Alors, le problème pour arriver à ça, parce que là, je sais bien que je vous trace une image très idyllique, mais il faut comprendre pourquoi il y a ce hiatus entre la réalité et ce qui devrait être. C'est simplement parce que cette coopération triangulaire doit être améliorée, mais surtout parce qu'on doit apprendre à travailler ensemble dans la coopétition. C'est-à-dire qu'il ne faut pas nier le fait qu'il y a de la coopération et de la compétition entre nos pays. De la compétition parce qu'il faut attirer les investisseurs, c'est la course à qui va disposer de l'environnement le plus attractif pour les investissements, mais en même temps il y a cette collaboration qui fait, notamment sur le domaine commercial, qui fait que si on arrive à structurer nos marchés ensemble, on va pouvoir faire ce que les pays asiatiques ont fait dans les années 80, c'est-à-dire la théorie du vol des oies sauvages, c'est-à-dire que le développement a commencé au Japon, puis ensuite en Corée du Sud, puis ensuite dans les tigres asiatiques, Taïwan, Hong Kong, etc., puis ensuite la Chine, puis ensuite le Vietnam, les Philippines, etc. Donc cette théorie du vol d'oies sauvages qui fait que le développement, la montée en gamme se fait de pays en pays, c'est exactement le cercle vertueux qu'on essaie de déclencher ici en Afrique. Et si on arrive à le faire de façon collaborative, on va y arriver. Si vous avez un début d'industrialisation ici au Maroc et qu'ensuite on essaye de partager nos chaînes de valeur vers le sud, que ce soit vers le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, avec ces enjeux majeurs qui sont les enjeux démographiques, sachant que vous savez que la CEDEAO, c'est aujourd'hui 350 millions d'habitants, ce sera un tout petit peu moins de 800 millions d'habitants d'ici à 2050. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est que 800 millions d'habitants. Le Nigeria sera plus peuplé que les États-Unis aujourd'hui. Donc tous les pays qui sont autour du Nigeria, tous les pays qui sont le long de ce couloir logistique et économique qui relie le Nigeria et la Côte d'Ivoire vers les marchés matures européens, ben tout ce couloir économique doit être structuré. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il faut qu'on investisse dans la logistique, dans les infrastructures. Le Nigeria seul doit investir, je crois, 30 milliards de dollars d'ici à 2030, ne serait-ce que pour rattraper la situation des infrastructures. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que nous ne sommes pas à l'idéal, nous ne sommes pas à la frontière de performance, parce que nous avons des problèmes logistiques, et ces problèmes logistiques sont des opportunités énormes d'investissement.
Il y a beaucoup d'argent à investir dans des infrastructures, du béton, de la formation du capital humain, etc. Donc si on arrive à construire ces couloirs logistiques, on va sortir de cette situation actuelle où aujourd'hui, quand vous êtes à Cotonou, par exemple, vous avez un conteneur de marchandises et vous voulez l'envoyer de Cotonou à Ouagadougou à 1200 km à l'intérieur des terres vers le nord. 1200 km. Ça va vous coûter 2,5 fois plus cher que d'envoyer ce même conteneur de Cotonou à Shanghai, sur 12 000 km. Vous vous rendez compte? Donc c'est normal que les acteurs économiques africains importent de la marchandise chinoise, par exemple, ou fassent de la substitution aux importations, sans se soucier d'aller faire du commerce avec leurs propres voisins africains, nord-africains, sud-africains, est-africains, etc. Donc ce gap qu'il y a entre le potentiel de coopération entre les pays du Golfe et l'Afrique et la réalité de ce qu'il est, on va pouvoir, c'est une opportunité d'investissement. Et c'est pour ça que je pense que c'est très important d'avoir un événement comme aujourd'hui pour montrer qu'il y a toutes ces opportunités qui sont en place et qu'il va falloir qu'on collabore pour les mettre en place. Je veux ajouter une chose, c'est que quand vous savez que la somme des PIB de tous les pays subsahariens dans les années 60 était égale au PIB de la Belgique et qu'aujourd'hui cette même somme est égale au PIB de la France, donc de la Belgique à la France, c'est quand même un beau développement. La France, c'est quand même la 5e ou 6e puissance mondiale. Donc on a parcouru du chemin. Mais il y a encore énormément de chemin à parcourir. Vous savez que d'ici 2050, les prévisions du FMI, c'est que le PIB africain va être multiplié par 10 d'ici à 2050. Donc si vous faites le calcul, chaque année, d'ici à 2050, combien de PIB additionnels il y aura sur tout le continent africain, vous comprendrez que les capitaux des pays du Golfe n'ont pas d'autre choix pour maintenir leur rendement que de s'investir massivement dans les domaines qui sont en Afrique. Je veux parler de l'énergie, des mines, l'agriculture, la technologie. Et quand je dis technologie, je répète, ce n'est pas uniquement le digital, ce n'est pas le ghetto du digital, hein. Je parle de la technologie appliquée à l'industrie légère, manufacturière, exportatrice. Donc on a des opportunités énormes à saisir ensemble et j'espère que vos discussions durant les 2 jours qui viennent vont être fructueuses et je vous remercie.